Donc, je vais aborder la question des mondes imaginaires par le monde imaginal. Alors, je m'excuse d'avance par l'aspect décousu de ce qui est une recherche encore trop récente. Je vais y aller par fragments, par notions, et je commence tout de suite de façon à clarifier cette notion première de monde imaginal en donnant la définition qu'en fait Henri Corbin, donc philosophe et islamologue français. Donc, quant à la fonction de mundus imaginalis, quant à la fonction de mundus imaginalis et des formes imaginales, elle est définie par leur situation médiane et médiatrice entre l'intelligible et le monde sensible. D'une part, elle immatérialise les formes sensibles. D'autre part, elle analyse les formes intelligibles auxquelles elle donne figure et dimension. Le monde imaginal symbolise d'une part avec les formes sensibles, d'autre part avec les formes intelligibles. C'est cette situation médiane qui d'emblée impose à la puissance imaginative une discipline impensable là où elle est dégradée en fantaisie, ne sécrétant que de l'imaginaire, de l'irréel. Et là, on peut penser à ce qu'a pu dire Alessandro Leduan comme critique du transmédia. Je pars maintenant, et ça fait le lien avec ce qu'a pu dire Annick Bertard tout à l'heure, avec la notion d'œuvre ouverte et d'informel. Je cite Umberto Eco, une œuvre est ouverte aussi longtemps qu'elle reste une œuvre. Au-delà, l'ouverture s'identifie au bruit. Et d'autre part, l'informel, comme d'ailleurs toute œuvre ouverte, ne nous conduit pas à proclamer la mort de toute forme, mais à en forger une notion plus souple, à concevoir la forme comme champ de possibilités. Prolongeons cette observation avec celle que nous pouvons faire avec ces œuvres ouvertes numériques que sont les logiciels libres. Nous savons que la particularité du matériau immatériel permet la duplication à l'identique, la modification à l'envie et la diffusion à profusion. Ces œuvres logicielles libres, dites également open source, sont emblématiques d'une création ouverte qui observe les qualités du numérique en reformulant le droit d'auteur conventionnel. Ce passage par la création logicielle ouverte va nous permettre de mieux cerner ce qui se joue avec les possibilités offertes par la création transmédia si elle s'applique à observer la puissance de l'immatériel du numérique, dont il nous faut là aussi tout de suite clarifier la notion avec Clarisse Ehrenschmidt. Donc je cite, « L'immatérialité du support informatique est devenue un refrain qui trouve sa source dans la séparation du matériel et du logiciel. Tout document informatiquement conservé n'existe que sous forme de bribes disjointes qui peut être dupliqué et multiplié, retouché et transformé. Il ne s'agit pas de matière d'une chose, mais d'un état de la matière, celle des circuits. Il ne s'agit pas des circuits en tant que circuits, mais de leur état physique. Il ne s'agit pas de matériel versus immatériel, et ça c'est très important, mais d'état de la matière. C'est cette recherche d'adaptation, c'est cette recherche d'adéquation entre la matière et l'esprit qu'il entreprend le plus justement possible, qui va nous animer ici avec le transmédia. Avançons l'idée que la narration transmédia s'inscrit entre l'esthétique relationnelle qu'a pu théoriser Nicolas Bourriaud pour l'art contemporain et la jouabilité pour l'art numérique tel que Jean-Louis Boissier a pu le faire. Mais ce qui nous intéresse précisément ici, c'est l'écriture d'une histoire et son vécu performatif que l'on pourrait qualifier de narration. La relation entre la narration et l'action nous invite également à prendre en compte, d'une part, l'absence d'écriture dans l'action créatrice d'histoire, et d'autre part, le retrait de l'écriture humaine qui laisse place à celle des algorithmes écrivant avec des capacités créatives.
En cela, nous serons conformes au travail des artistes parmi les plus exigeants et qui n'auront cessé d'excéder les qualités de leur art pour retrouver un mode opératoire, autrement dit une agentivité, telle qu'Alfred Gell a pu la découvrir chez les peuples premiers. C'est à travers cette opération issue d'histoire et de forme que nous comprenons la narration transmédia, une action s'accomplissant au sein d'une fiction que l'expérience d'une écriture machinée fait advenir. Car ce qui se réalise est l'invention d'un déjà là, autrement dit d'un ready-made, tel que Duchamp a pu en initier le principe. Non pas un objet esthétique, mais un rendez-vous privilégié avec n'importe quoi qui fait éprouver la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps, et donc un temps d'existence. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse parce que ça n'est pas très connu, mais l'objet du ready-made a été la représentation du temps pour Marcel Duchamp, non pas n'importe quoi désigné par l'artiste. Et notamment le temps s'exprimant visiblement par l'ombre portée. C'est ça que représente Duchamp avec les ready-made. C'est la prolongation d'un objet en 3D pour donc le temps, la 4D du temps. Ce trait, donc la question du temps, est important car il montre comment, avec l'invention du ready-made et l'avènement de l'Internet, les œuvres sont déjà là dans le support qui les fait advenir. Elles sont inscrites dans l'immédiateté de leur présence, où rien n'aura eu lieu que le lieu de Mallarmé. Louise Merzot, je suppose que tout le monde la connaît, qui a été médiologue, répondra en écho, rien n'aura eu lieu que le réseau. Ce que vous pouvez voir à droite, c'est un dessin qu'elle a pu faire suite à un travail que je réalise, qui consiste à offrir une feuille vierge qui comporte une mention légale copyleft. Donc elle avait fait ce dessin libre. Cette absolutisation du lieu et de ce qui a lieu trouve à travers l'Internet et les dispositifs transmédia immersifs son acmé. Nous allons voir maintenant avec la notion d'imaginal ce qui ne procède pas d'un imaginaire construit, mais de la découverte de l'économie du lieu et de ce qui a lieu. Ce que le numérique permet avec la puissance de son transport réticulaire n'offrirait-il qu'une pâle copie du monde dit réel, quand bien même il créerait des mondes imaginaires? Ne ferait-il alors que combler un déficit existentiel par le pis-aller de divertissements captivants? N'y a-t-il pas précisément dans la matérialité même de l'immatériel une dimension embarquée, la dimension 4, celle du temps, celle que le ready-made a pu à sa manière mettre en œuvre? Devons-nous nous satisfaire d'un imaginaire à ce point stéréotypé? Là, je pense à ce qu'a pu dire Alessandro Legland. À ce point stéréotypé qui n'offre pas d'autre dimension que celle qui correspond à ce qui domine les esprits? Car ce qui se dégage du travail de l'esprit a rapport avec la notion de monde imaginal, dont l'imago est la réalisation concrète. Le monde imaginal, tel que le rapporte la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury dans son livre, qui est sa thèse par ailleurs, Métaphysique de l'imagination, qu'elle réalise à la suite des travaux d'Henri Corbin, est, je cite, un monde qui ne fabrique pas des idoles allégoriques, mais des icônes symboliques, car l'image n'est pas une simple allégorie, mais le symbole d'un monde en perpétuelle régénération. Les images ne sont pas seulement des formes visibles, elles engagent à des formes d'existence. Aussi, loin d'être tributaire des imageries de la culture de masse où chaque figure est un conformisme, le monde imaginal suppose des principes d'action qui trouvent à s'ajuster avec le monde dit réel. Ce mundus imaginalis est un moyen au milieu, un média, qui se trouve entre l'absolu d'un monde et son expérience ordinaire concrète. En tenant compte de cette dimension qui a trait à l'immatériel,
le transmédia pourrait gagner à devenir un jeu de société, non pas grandeur nature, mais on pourrait appeler grandeur culture, qui ne soit pas confiné dans le rôle du divertissement comme supplément d'âme, sans âme, d'un monde obéissant au réalisme capitaliste. Loin de moi l'idée qu'il faille s'en passer du divertissement, mais le réfléchir en comprenant ce qu'ajoute l'immédiateté du numérique dans cette facilité d'y avoir recours. Si nous songeons sérieusement à cette dimension imaginale et immatérielle pour le transmédia, nous pourrions développer une ligne de conduite qui corresponde à la réalité matérielle et immatérielle du lieu où nous nous exerçons. Autrement dit, une réalité. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on n'est pas dans la réalité. Ce que la cybernétique a tenté sans convaincre, le transmédia pourrait le réaliser non seulement à travers les serious games, mais en étendant la jouabilité à toute activité sociale, de façon à en diluer le caractère divertissant. Selon Eric Zimmerman, game designer et professeur au Game Center de la New York University, le 21e siècle est appelé à être le siècle du jeu sous toute forme et pour tous usages. Et je le cite, vous l'avez en écrit, « Dans notre culture, le développement de l'informatique a accompagné un renouveau des jeux. Ça n'a rien d'un accident. Les jeux comme les échecs, le Go, le Parcheesi ont un point commun avec les ordinateurs. Ce sont des machines créées pour générer et emmagasiner des états numériques. Si on considère les choses ainsi, ce ne sont pas les ordinateurs qui ont créé les jeux, mais les jeux qui ont créé les ordinateurs. Prendre au sérieux le jeu tel que le transmédia l'entreprend permet de prendre la mesure de la mutation anthropologique qui est à l'œuvre avec l'immatériel couplé à l'immatériel des traditions orales que nous allons convoquer par la suite, mais tout de suite, voyons avec l'économie de l'économie. Comme pour le net art, à ses débuts, le do-it-yourself des projets transmédia a pu suffire. Mais il est aujourd'hui partie prenante d'une économie de type capitaliste, y compris lorsque l'aspect contributif est mis en avant. Si nous considérons que le lieu de l'exercice transmédia est un lieu d'existence réelle, alors il nous faut résoudre trivialement la question économique. Vivre une expérience transmédia représente du temps, de l'effort, c'est un travail, d'autant plus lorsqu'il y a contribution créative. Cet investissement doit être alors rétribué, car il bénéficie à l'ensemble de la société. Et là, il y a deux écoles qui s'opposent. D'une part, le revenu universel, promu par exemple par le think tank Génération Libre, et d'autre part, le salaire à vie, théorisé notamment par Bernard Friot. Et donc l'un est de tradition libérale, et l'autre s'inscrit dans la lutte pour les droits sociaux. Cette économie de l'économie, qui est également une économie de l'art et de la technique, libère le temps de travail afin que les êtres humains se réalisent par les loisirs, autrement dit la schola, le mot grec, qui a donné le mot école. Car ce retour au temps libre consacré aux loisirs et à l'étude nous invite à prendre en considération le patrimoine culturel immatériel tel que l'UNESCO l'a défini. Et je cite, « Le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. » Si nous prenons au sérieux cet immatériel non numérique des peuples primitifs, qui ne s'inscrit pas sur un support tangible, alors nous devons également prendre au sérieux la réalité immatérielle de nos pratiques culturelles numériques. Le transmédia, lui aussi, prend la tangente d'avec ses supports physiques originels multimédia. Il forme non pas tant des produits culturels que des cultures qui produisent des rituels, des histoires, des formes et des signes de reconnaissance, toutes sortes de faits autour desquels une population s'agrège.
et je peux conclure ainsi, nous sommes engagés donc, dans des pratiques culturelles qui redécouvrent l'immédiateté de la communication telle qu'elle a pu se pratiquer avant l'invention de l'écriture avec le bouche à oreille. Le storytelling transmédia est donc cette mise en action à travers des récits qui, par l'immédiateté du réseau des réseaux, s'apparentent aux cultures de tradition orale. Laissant l'écriture aux algorithmes de l'ordinateur, dont nous savons par l'origine du mot, je cite, qu'il met de l'ordre dans le monde. Le mot ordinateur, en fait, vient de là. Hein. C'est Dieu qui met de l'ordre dans le monde. L'être humain joue sa vie et tente de conserver la main en restant maître du jeu. L'enjeu est d'importance car il ne suffit pas d'offrir des mondes imaginaires pour exister socialement, mais d'instaurer des modes d'existence, et là je reprends le vocable d'Étienne Souriau, des modes d'existence ouverts aux mondes imaginaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation, alors qui était, on va dire, un peu dans la continuité de la précédente, de celle d'Alessandro, dans ce qu'elle proposait une approche critique, en quelque sorte, j'allais dire, de nos modes de vie contemporains et de la manière dont les loisirs aujourd'hui les accompagnent. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, donc, je donnerai la parole aux gens de la salle, oui, du chat. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à allumer votre micro. Sinon, voilà, je pourrais commencer en attendant que quelqu'un veuille bien. Alors, vous faites, si j'ai bien compris, hein, quand même une assimilation entre transmédia, numérique et loisirs. Antoine, enfin bon, moi je me posais la question, je me disais, il n'y a pas que, bon, déjà, il n'y a pas forcément que du loisir quand on parle de transmédia ou de narration transmédia. Alors, Mélanie Bourdal a évoqué ce matin avec des essais dans le domaine de la valorisation du patrimoine culturel, mais il y en a aussi dans le journalisme, hein. On parle de journalisme transmédia, justement, qui ne sont pas des loisirs. Et moi, enfin, d'autres choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, c'est aussi des objets transmédia qui ne sont pas numériques, notamment dans le cas des jeux de rôle, avec différents supports qui sont essentiellement papier. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être un tout petit peu peut-être préciser, j'allais dire, pourquoi cet angle-là, enfin, vous voyez, vous l'abordez, je vais dire, c'est assez cadré, c'est un peu limité peut-être par rapport à la notion de transmédia. Je veux dire, est-ce que vous pourriez préciser pourquoi vous faites cette assimilation-là? Non, en fait, en réalité, je me décolle un petit peu du transmédia pour faire part d'une observation qui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'immatériel, et plus précisément des immatériaux, donc de l'immatériel numérique et de l'immatériel non numérique. Également, la question qui est rattachée au numérique, c'est-à-dire si on observe la matérialité immatérielle du numérique, donc c'est les dispositions d'esprit au partage des ressources, au commun, à la création commune. Et, je rattache le loisir à l'école, puisque scola, c'est le mot qui veut dire loisir, et ça donnait école. Donc c'est plutôt la question du temps libre. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Dans quel temps vit-on aujourd'hui à l'ère de l'Internet et du numérique? Et il me semble qu'on vit évidemment avec un enjeu qui est considérable, qui est vraiment anthropologique, qui est lié aussi à la liberté. Donc, est-ce qu'on va être assigné à se divertir ou est-ce qu'on va entreprendre de façon un peu sérieuse la réalité matérielle des outils qu'on utilise, des conditions qui nous sont offertes, de l'immatériel? Et il me semblait, enfin, en relevant ces observations, il me semblait pertinent, mais encore une fois, c'est un travail qui est loin d'être abouti, de faire le lien entre des peuples sans écriture, les cultures orales, et nous-mêmes, où tout, tout est écrit d'une certaine façon, enfin, à tel point qu'on a pu dire la fin de l'histoire, des choses comme ça, où les machines écrivent, ou même Derrida,
traitant la question de l'oralité et de l'écriture, dit que l'écriture vient avant l'oralité. Enfin, et donc, ce que j'essaie de démêler et de raccorder aussi, enfin, j'essaie de faire un lien entre l'action rituelle, par exemple, des sociétés tribales, donc, qui est une expression culturelle, qui est à la fois religieuse également, et nos modes d'existence où nous sommes agités. Pour l'instant, il y a beaucoup d'agitation. Sans doute va-t-il se dégager quelques actions notables et réelles, en fait. Voilà, c'est ça que, et c'est pour ça aussi que, et pardon d'être aussi décousu, aussi fragmenté, j'en ai bien conscience, mais c'est également la raison pour laquelle je faisais référence au Ready-Made de Duchamp, qui m'apparaît comme étant vraiment le chef-d'œuvre du XXe siècle et qui a encore des résonances aujourd'hui parce qu'il a précisément traité cette question du temps, et notamment le temps d'existence de Duchamp, puisque pour Duchamp, son œuvre, sa création ultime, son œuvre ultime aura été l'emploi de son temps. Super, merci beaucoup pour les précisions. Alors j'aurais encore moi des réactions évidemment, mais est-ce qu'il y a des questions de la part des auditeurs, des gens qui sont là? Parce que sinon, bon, vu qu'on a encore le temps un peu d'échanger, alors du coup, moi je vois deux choses finalement. Alors la première sur la question du temps et des loisirs. Alors vous êtes plutôt en art, mais est-ce que vous avez dit que c'était un travail en cours, hein, donc je me permets, mais est-ce que vous avez regardé du côté de la sociologie des loisirs? Alors finalement pas tellement de Dumasdier, mais du travail de Paul Lyonnais, qui a écrit un livre qui s'appelle Travail, loisirs, temps libre et lien social, qui pourrait éventuellement vous intéresser, sur justement le fait que le temps de loisir est un temps libéré des contraintes, voilà, qui peut aussi poser cette question de ce qu'on fait de notre temps libre aujourd'hui, et comment il est défini finalement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez ce travail. Moi, je ne connais pas. Paul Lyonnais. Mais pour moi, c'est plutôt le temps libre émancipé du travail aliéné, en fait. Ouais, ça va dans ce sens-là. C'est en fait, quand il parle de contraintes, et il revient aussi sur la définition de scolé, ça faisait écho à ce que vous disiez. Donc sur cette, qu'est-ce qu'on considère comme une contrainte, et que du coup, il peut y avoir du loisir dans ce qu'on appelle le travail et vice-versa. Vous voyez que c'est plus complexe que ça. Et zut, l'autre chose. Non, ça m'a échappé. Je vais à un deuxième point. Oui, sur les sociétés anciennes, ce qui est intéressant, alors là, par contre, par rapport aux transmédia, effectivement, ou alors vous parliez de peuples sans écriture, mais nous, on avait évoqué des traditions plus anciennes, justement, du transmédia avant le transmédia, c'est-à-dire qu'il y a des principes même liés au transmédia, donc du passage d'une forme médiatique à une autre qui précède finalement les formes numériques et puis même l'écriture ou l'imprimerie, et qu'il y avait déjà différents supports entre lesquels on pouvait passer. Je pense que ça aussi, ça intègre un peu votre réflexion. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui aura une question. Anne, ouais. Oui, tout à fait. Et c'est la question aussi de la reconnaissance de l'art. À partir du moment où on a reconnu l'art par rapport à l'artisanat, on a distingué un auteur et on a tout de suite distingué des créations avec des qualités et qui étaient hors du commun. Et l'idée un petit peu qui se profile, c'est que finalement on reviendrait à des pratiques communes, ordinaires, où finalement il n'y a pas de... Il y a une indistinction de qualité. Ce qui reste encore aujourd'hui comme distinction post-ready-made pour les œuvres d'art, c'est celles qui sont distinguées par des qualités esthétiques, mais que d'un point de vue un peu sérieux, quand on essaye de vraiment voir où est l'art, que seul le marché reconnaît. Aujourd'hui, les artistes sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'esthétique. Il ne faut pas d'objets esthétiques. Ils tentent de faire des objets d'art, dans le sens également où ars et techné
donc ars en latin et techné en grec, veut dire exactement la même chose. Donc, et c'est pour ça que un logiciel, c'est une œuvre d'art, et particulièrement un logiciel libre. En 99, le festival d'art numérique donc Ars Numerica à Linz, en Allemagne, a, 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 pardon, a voté pour, a élu, pardon, a élu œuvre d'art catégorie Internet Linux, le système d'exploitation Linux. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'objet esthétique, mais véritablement, et quand j'ai appris ça, j'étais absolument ravi parce que c'était d'une telle justesse, véritablement, c'est une œuvre d'art, mais splendide. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par des milliers d'informaticiens, de gens. Elle a été faite gracieusement, donc avec cette beauté du geste, qui fait que on réalise quelque chose, j'allais dire, bellement. Et voilà, ça a été la raison de cette reconnaissance d'une œuvre sans propriétaire exclusif non plus, d'une œuvre commune que chacun pouvait s'emparer. Et ça, je pense que ça, c'est caractéristique de ce qu'on peut observer et valider comme réalité de l'art et de la technique. Ars, techné, et non pas des choses esthétisantes ou je ne sais quoi, quelle volonté d'artiste reconnu comme tel. Et voilà, c'est ça qui me semble, en ce moment, en travail. Évidemment, ça n'est pas simple. Hein, il y a vraiment une mutation dans la reconnaissance. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, une dernière question de Anne Gagnebien qui justement va aller poser une question sur transmédia et art numérique. Donc, il y aura peut-être un lien. Donc, Anne. Oui, bonjour à toutes. Bonjour, Monsieur Moreau. Je sais que vous avez longtemps travaillé et que vous étiez aussi artiste dans le domaine du web art, des arts numériques. Et si on devait distinguer en fait type de production transmédia et web art, est-ce que vous qualifieriez justement les productions transmédia comme ayant des qualités presque non pas communes, mais qui sont reconnues par le marché, alors que le web art, dans ce cas-là, serait plutôt des œuvres de l'esprit aussi, mais qui ne sont pas dans le domaine du marché. Mais bien que ça a été quand même bien critiqué aussi par les artistes du web art à un moment donné. Oui. En réalité, c'est pas la question du marché qui poserait problème ou qui serait intéressante de soulever. J'évoquais Linux tout à l'heure, donc moi j'affirme, et enfin, pas simplement, hein, ça a été affirmé par un jury donc, en 80. Linux, par exemple, c'est une œuvre, un système d'exploitation qui est aussi bien, entre guillemets, gratuit que payant. Il y a des entreprises qui font, qui vivent avec des logiciels libres. Elles fabriquent des logiciels libres, elles les donnent, et elles vivent avec. Ça leur apporte de l'argent par la maintenance, par exemple, par le service associé. Donc, c'est par la périphérie de l'objet. L'objet ne vaut rien, puisqu'il n'a pas de valeur marchande, mais par contre, tout ce qui est associé comme service autour peut être valorisé financièrement. Donc, c'est pas la question de la gratuité. Une œuvre libre peut très bien être payante. Une œuvre sous licence libre, copyleft, peut très bien être payante. Donc, c'est au-delà de cette antinomie entre gratuit et payant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué aussi tout à l'heure le revenu minimum de base ou le salaire à vie. C'est-à-dire que là, le temps libre, par exemple, qu'on passe à créer un projet transmédia ou du net art, c'est un temps libre qui est utile pour un ensemble de personnes, qui est utile socialement, pour soi-même et pour d'autres, et qui socialement mériterait d'être rémunéré. Donc là aussi, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à observer, c'est que la question de l'économie financière n'est plus dans cette logique de gratuit et payant. Un fichier numérique, il se duplique à l'infini, il a perdu de sa valeur de rareté.
Donc tout ça tombe. Donc en fait, c'est le temps qui doit être pris en compte et qui doit être rémunéré. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Si, tout à fait. Mais vous avez le dernier ouvrage de Flichy qui travaille qui parle de cette notion justement du travailleur amateur, en fait, qui est en fait une de nos multiples activités de travail durant nos temps libres, quoi, où Oui, nous spécialisons, etc. Merci beaucoup.